Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire des 3 webinaires que j'ai la chance de co-animer sur les questions de communication. Je serai avec Pierrine Etienne aujourd'hui. Je te propose, Pierrine, de passer à la suite, puisque c'est Pierrine qui est la maître des slides. Brièvement, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas l'ADEMA, l'ADEMA, ce sigle signifie l'Association pour le développement, pour le management associatif. Ça fait environ une vingtaine d'années que l'ADEMA forme au management. D'abord, ça s'appelait le badge, aujourd'hui le certificat, à la fois des salariés et des bénévoles, de la gouvernance ou simplement de l'action, des professionnels pour progresser au sein de leur association ou d'une autre association intermanagériale ou qui aident aussi des gens qui viennent du secteur marchand à s'intégrer, à comprendre le fonctionnement de ce secteur associatif. Donc, le certificat de management, excuse-moi, je fais bavard, on le porte avec Mines Executive Education Paris. Donc, on est sur un partenariat avec l'École des mines. C'est très important pour nous. Ça nous permet de nous appuyer sur un partenaire qui est très solide, évidemment, en termes de formation. C'est la 3e édition, la 4e, en fait, du parcours certifiant. Et nous sommes certifiés Calliope et éligibles au CPF. On peut passer à la suite, où je vais me présenter très rapidement, parce que vous voyez ça, et j'ai oublié de le préciser, mais vous en avez l'habitude, les slides qui sont projetés vous seront envoyés. Donc, vous affolez pas à prendre des notes ou faire des captures d'écran, vous allez tout recevoir. Donc, moi, je suis Jean-Christophe Nougaret, je suis aujourd'hui coordinateur de la communication du mouvement Colibri. Ça fait beaucoup d'années, je ne vais pas dire le nombre, que je travaille dans la communication et j'ai eu l'occasion de mener pas mal de chantiers, notamment de refonte de sites web en France et à l'international. Et le dernier en date, j'ai eu le plaisir de le mener avec Pierrine Etienne chez SOS Méditerranée, où on a refondu 2 sites web ensemble, le site web en français et le site web en anglais pour l'international. Tu veux prendre la suite, Pierrine? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Pierrine. Moi je suis planeur stratégique de formation, c'est-à-dire que je suis une spécialiste de la construction des marques, des questions de positionnement, d'identité, de positionnement éditorial aussi. Et puis j'ai développé au fur et à mesure des années une casquette plus ancrée dans le digital jusqu'à la conception digitale. Et donc, en effet, à ce titre, j'ai travaillé pour SOS Méditerranée, je travaille pour le mouvement Colibri, et puis j'ai fait beaucoup d'institutions culturelles, des théâtres, des écoles, tout un tas de lieux différents, et aussi beaucoup d'institutions publiques, en plus des associations. Oui, merci Pierrine d'avoir rappelé que on avait le plaisir de rebosser ensemble aussi depuis cette année parce qu'on fait une grosse refonte des 16 sites internet du mouvement Colibri qu'on va refondre, alors pas totalement, mais avec un site vitrine. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment très chouette de pouvoir travailler avec Pierrine et de vous présenter tout ça. On va commencer par partager un état des lieux. C'est quoi la communication numérique dans les associations, dans le secteur associatif, où elles sont, vers où elles vont, qu'est-ce qui évolue. Dans un deuxième temps, on verra les objectifs stratégiques de la communication numérique. Dans un troisième temps, on verra quels sont les supports, les médias auxquels on se réfère. Et puis, on aura une approche, pour finir, d'architecture systémique, parce que forcément, vous allez le comprendre au fur et à mesure de se dérouler. euh, un site web ne vit pas sans des réseaux sociaux, qui ne vivent pas sans des emailing. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle une architecture systémique. État des lieux. Alors, on peut passer au slide 1, voilà. On voulait voir avec vous, avec Pierrine, repartir en fait du général. Il y a environ 1,6 million d'associations actives en France. 10% d'entre elles ont des salariés et 1% ont plus de 50 salariés.
C'est important, ce préambule, parce que ça va vous permettre de comprendre aussi à quoi on arrive quand on regarde l'appétence ou la prise en main du numérique par les associations. Deuxième chiffre important à retenir, tout ça, vous le retrouverez dans la France associative en mouvement de recherche et solidarité. Vous avez les références en bas de slide. Il y a environ 12,5 millions de bénévoles en France réguliers, 2 millions de salariés. Et puis, il apparaît qu'une association sur deux signale une diminution des engagements des bénévoles, une difficulté à renouveler les dirigeants de sa gouvernance. Donc, vous avez une situation du secteur associatif en France. Alors, il y a un peu d'écho, je ne sais pas si quelqu'un a un micro ouvert, qui détermine ce qu'on va voir après en matière numérique. Alors, une des choses qu'on voit quand on poursuit cet entonnoir, c'est que, en fait, 45% des associations n'ont pas de budget dédié au numérique. Et ça peut paraître assez étonnant parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas d'ordinateur ou elles n'ont pas de maintenance informatique, elles n'ont pas d'outils numériques. Mais en gros, vous voyez que l'existence d'un budget dédié au numérique, pour 50% d'entre elles, quand elles en ont, c'est pour des dépenses courantes, de la maintenance, de l'abonnement, de l'hébergement. Donc, qui dit hébergement dit capacité d'avoir des bâtiments, un site. Et puis, pour 21% d'entre elles, des 45% qui en ont, c'est pour des investissements d'achat de matériel, de mise en place, d'outils ou de conseils stratégiques. Alors, le numérique, en plus, non seulement toutes n'en ont pas. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, merci. Toutes n'en ont pas. Et quand elles en ont, elles n'ont pas de personne dédiée. Quand elles en ont, elles n'ont pas toujours un référent. Donc, la moitié seulement ont un référent, un peu plus de la moitié, qui est plus ou moins spécialiste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cela progresse. Donc là, vous avez l'identification sur 2019, 2022, 2025. Et là encore, c'est l'étude, c'est Solidatech, Recherche et Solidarité. Vous voyez qu'on arrive aujourd'hui à 54% qui ont soit un bénévole référent sur le sujet, soit un salarié référent sur le sujet. Et en termes de bénévolat, vous pouvez avoir des personnes extrêmement qualifiées. C'était le cas quand on travaillait chez SOS Méditerranée avec Pierrine, où la personne qui gérait l'hébergement du site Internet, donc OVH, c'était un bénévole. Et je peux vous dire qu'il faut un certain niveau de compétence et de fiabilité et de disponibilité pour que ce type de responsabilité soit donné à des bénévoles. Je vais passer au suivant. Alors, ce n'est pas une surprise, moins on a de budget ou de salariés, et moins on se sent en maîtrise. Ce qui est intéressant, c'est que, y compris quand on a du budget ou du salarié, on ne se sent pas forcément beaucoup en maîtrise. Et c'est ce que vous pouvez voir sur ce tableau, parce que vous voyez que si vous regardez la dernière ligne du tableau, c'est les associations qui ont plus de 500 000 euros de budget, et ça commence à faire un beau budget pour une association. Eh bien, vous en avez quand même 6% qui se considèrent pas initiés, 53% qui considèrent qu'ils sont en progrès, donc ça c'est plutôt bien, et 34% qui se considèrent expérimentés. Quand on questionne les associations sur leur degré de maturité au numérique. Et vous pouvez voir à peu près le même écart et les mêmes proportions si vous regardez le nombre de salariés, c'est-à-dire qu'il faut arriver à entre 10 et 20 salariés et plus pour approcher de 30% environ de personnes qui se considèrent expérimentées ou qui considèrent que leur association a un usage expérimenté du numérique. Donc, l'usage du numérique est, au regard de ça, est finalement relativement basique par les associations. On va voir tout de suite. Alors, basique, mais quand même intéressant parce qu'on s'aperçoit que 80% ont un site web, qu'environ la même proportion, ou un blog, pardon, qu'environ la même proportion des associations ont des réseaux sociaux, mais que seulement 15% des associations utilisent la publicité en ligne. Donc là encore, si on revient à ce déroulé qu'on a construit, où on part du nombre d'associations en France, celles qui ont des salariés, celles qui ont un budget, celles qui font du numérique, et bien finalement, on s'aperçoit que ce qui reste, c'est environ 15% des associations qui utilisent la publicité en ligne.
qui est intéressant, c'est qu'il y a une progression de la collecte en ligne, mais qu'elle n'est pas encore tout à fait exploitée. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, que environ 47%, et là toujours je me réfère à l'étude Solidatech, Recherche et Solidarité, ont un outil de don en ligne sur leur site. Qu'en revanche, la collecte globale, elle n'a progressé qu'environ de 2% en valeur en 2024. Donc les chiffres de France Générosité sur le baromètre des associations pour 2025 ne sont pas encore sortis. Mais là, on voit que la collecte en ligne, elle a progressé plus vite. C'est-à-dire que la collecte en ligne a progressé de 8%. Donc, on a presque 2% sur le panier global et plus 8% sur le spectre numérique. En revanche, les dons en ligne, eux, ils ne représentent toujours qu'un tiers des dons ponctuels, alors qu'ils sont déjà passés. Par exemple, pour les marques qui font du for profit, on va dire, pour les entreprises, c'est 60% de leur chiffre d'affaires. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le digital, il est encore peu utilisé pour certaines tâches. Par exemple, on s'aperçoit que seulement 32% des associations utilisent le digital pour recruter des nouveaux bénévoles. Ça veut dire que les canaux de recrutement des bénévoles, c'est d'abord du relationnel, c'est d'abord du face-à-face, c'est d'abord des événements. Que uniquement 29% des associations utilisent un outil de newsletter. Donc, c'est intéressant puisque vous voyez 80% qui ont un site web et un réseau social, 29% qui ont une newsletter et 26% d'entre elles qui n'en voient pas l'utilité. Donc, c'est intéressant parce qu'elles ont probablement développé d'autres stratégies de relations. Et seulement 7% utilisent des outils de gestion de la relation client en CRM. Et ça, c'est à rapprocher aux 15% qu'on a vu juste avant qui utilisent en fait de la collecte en ligne. Et 54% d'entre elles, donc c'est la moitié, c'est pas grave, n'en voient pas d'utilité. Et là, je crois que c'est à toi, Pierrine. Donc là, on a regardé sur les usages plutôt basiques des associations. En gros, est-ce qu'on a un site? Est-ce qu'on utilise des réseaux sociaux? Comment on gère la collecte en ligne? Où est-ce qu'on va en matière d'utilisation du numérique pour fabriquer de la fidélisation? Et ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui, c'est qu'il y a par ailleurs des nouveaux enjeux dans le numérique aujourd'hui à prendre en compte et que tout ça a énormément recomplexifié le rapport au numérique et à la communication numérique. Quand on regarde cette question de la maturité exprimée, est-ce que les associations se disent expérimentées ou peu initiées par rapport au numérique? On a vu qu'il y avait voilà, ce schéma de plus on a de budget, plus on a de salariés, plus on se sent expérimenté. Ce qu'on voit ici, qu'on trouve intéressant, c'est qu'il y a une croissance entre 2019 et 2025 des associations qui se disent peu initiées et une diminution des associations qui se perçoivent en progrès. Et ça, pour nous, il y a une sensation comme ça de la maîtrise s'accroît, mais aussi la sensation potentiellement de décrochage. Et pour nous, ça fait écho à cette recomplexification très forte du numérique avec, pour nous, 3 territoires. La question de l'intelligence artificielle, évidemment, ça devient aujourd'hui, on est déjà dans la tarte à la crème, mais évidemment que c'est essentiel et qu'il faut traiter ce sujet-là. Il y a des questions autour de la souveraineté, des communs numériques et puis des questions autour de la sobriété. Si on regarde le point de l'IA, on voit dans les études dont on dispose, il y a à peu près 20%, un petit peu moins des associations qui disent qu'elles utilisent les outils d'IA. Évidemment, c'est plus important pour les associations qui ont des salariés, comme toujours. Et ce qu'on voit dans la façon dont elles l'utilisent, c'est qu'elles s'en servent beaucoup pour créer des supports de communication et créer des documents pédagogiques. Donc, ce sont vraiment des outils qui sont des aides à la fabrication, à la production de contenu. Et on voit là tout le potentiel par rapport aux économies que ça peut fabriquer pour des associations. Mais on voit aussi toute la complexité que ça ouvre sur la question de comment bien se servir de l'intelligence artificielle, la gestion des données qu'on peut mettre à l'intérieur. Ça ouvre tous ces points-là. Et on voulait ici vous suggérer un sondage qui est en cours, qui est jusqu'au 20 mars 2026. Vous pourrez cliquer directement sur répondre dans la slide, dans le document que vous aurez,
pour aller répondre sur justement une étude particulière sur les enjeux et les pratiques liées à l'usage de l'intelligence artificielle. Mais il y a là un gros volet de la reconfiguration numérique des associations et voir comment tout ça va évoluer. Aujourd'hui, voilà, on est plus sur des usages de production de contenu, mais ça va certainement beaucoup remettre en question les pratiques. Il y a un deuxième point, un deuxième gros enjeu qui est autour de la question de la souveraineté et des communs numériques. Quand on regarde tout le rapport au libre, en fait, c'est comment on se sent par rapport aux GAFAM, comment on se sent par rapport aux logiciels libres. On voit par exemple que la part des associations qui utilisent ces logiciels libres, elle est globalement stable. On est quand même à 40% d'usage. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en revanche, par rapport à autrefois, c'est les motivations éthiques qui progressent. Avant, quand on prenait du libre, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer des licences Microsoft, etc. Aujourd'hui, quand on le fait, ça va être beaucoup plus pour des questions de transparence, de gestion de sa donnée, de questions de liberté et puis voilà, de rapport aux grosses entreprises du numérique. Et par ailleurs, ce qui est complexe pour les associations et intéressant dans ce rapport aux GAFAM, il y a toute cette question de est-ce qu'on continue avec un méta pour des raisons politiques, pour des raisons de positionnement vraiment éthiques, et puis est-ce qu'on peut continuer pour des raisons légales? Vous avez peut-être suivi pendant un temps le Google Analytics, qui est l'outil qui permet d'avoir des statistiques sur les usages de son site, n'était plus utilisable en Europe, en théorie. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens, d'institutions qui continuaient de l'utiliser parce que c'était très compliqué de changer. Mais pendant un temps, normalement, c'était plus légal parce que ça ne répondait pas aux critères du RGPD pour l'Union européenne. Et donc maintenant, Google Analytics s'est mis à la page et on peut de nouveau l'utiliser et être compliant RGPD européen. Mais il y a des nouvelles règles européennes qui sont en train d'être mises en place par rapport aux GAFAM. Une qui est vraiment intéressante, c'est la régulation de la publicité politique, puisque l'idée de l'Union européenne, c'est de faire en sorte de limiter les ingérences dans les questions politiques, sauf que il y a des associations notamment la Fondation européenne, enfin l'Association européenne de fundraising, qui s'est mise avec France Générosité aussi pour publier un communiqué de presse, pour s'inquiéter, pour dire, en fait, quelles sont les règles de censure des discours et comment nous, les associations, on peut faire la promotion de nos messages qui sont des messages politiques, ce sont des messages de plaidoyer. Comment on peut faire de la publicité si vous interdisez la publicité dite politique? Qui va mettre le critère? Pourquoi on se ferait censurer nous? Donc voilà, on voit qu'il y a aussi des mouvements comme ça de l'ego qui viennent avoir un impact très fort sur ce qu'il est possible de faire en tant qu'association en communication numérique. Et si je peux me permettre, Pierrine, ça rejoint ce qui se passe aujourd'hui d'un sentiment qui est porté notamment par des chercheurs comme Julien Talpin sur une volonté de dépossession en fait du politique du secteur associatif. Absolument. Et donc, dans cette question de qu'est-ce qu'on fait avec les GAFAM, tout l'environnement juridique, est-ce qu'on se met à partir dans le libre? Il y a quelque chose, on voulait vous le raconter, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est pas très nouveau, mais c'est pas forcément très médiatique encore. Cette notion de fait divers, qui en fait est le nom de code pour désigner ce nouvel Internet décentralisé qui serait un retour à l'Internet des origines, l'Internet pur, quand on pensait encore que ça allait être une plateforme de partage extraordinaire entre les êtres humains sans contrôle d'industrie. Et donc, c'est le principe du fait divers, c'est de fabriquer des protocoles, en gros, de faire en sorte que les plateformes soient en capacité de dialoguer entre elles. Et donc, qu'il n'y ait plus d'exclusivité de compte sur une plateforme et que ce qui circule sur un mastodon, par exemple, puisse librement circuler sur un thread qui est la plateforme, une des plateformes de Meta qui se met un peu à ça.
Et Jean-Christophe, je c'est te laisse compléter hein, Oui, si tu veux. oui, oui, je veux bien. En fait, c'est intéressant. Pour moi, c'est extrêmement récent, la découverte du fait divers. Pour certaines et certains d'entre vous, ça l'est peut-être pas. En tout cas, moi, c'est en arrivant chez Colibri avec une vision à la fois politique et écologique des usages du numérique que je me suis mis à fortement questionner les GAFAM et notamment leur système vertical et centralisé, parce que vous avez, comme vient de souligner Pierrine, vous avez le pilier Facebook, Thread, WhatsApp, Instagram qui fait une sorte de pilier, et encore même, ils ne communiquent pas totalement entre eux. Vous avez X, bien entendu, vous avez LinkedIn pour le groupe Microsoft, vous avez YouTube pour Google, mais ça ne marche pas, ça ne communique pas, c'est des CEO. Alors que là, ActivityPub, avec le fait divers, permet de vous créer un contenu et vous le partagez immédiatement entre votre site internet avec WordPress, vous allez le chercher dans Nextcloud, qui est votre cloud en ligne, vous le publiez sur Peertube, vous le partagez sur Mastodon, vous pouvez vraiment interagir. Après, ce à quoi il faut faire attention, et là je vous parle d'expérience, c'est que chez Colibri, on a environ 360 000 followers, un peu plus, sur notre page Facebook, 35 000 sur notre page LinkedIn, et sur notre compte Mastodon, on en a 650 ou pas loin de 700. Donc on n'est pas du tout non plus sur les mêmes capacités d'engagement par rapport au nombre de comptes que vous allez toucher. Oui, je vois dans les commentaires que vous parlez des chatons. J'imagine que ça fait référence à ce collectif d'hébergeurs qui sont des hébergeurs qui se disent en effet libres, si on réduit. Euh, Effectivement, c'est tout ce web qu'on ne connaît pas forcément, qui est hors GAFAM et qui va permettre de structurer des plateformes, des infrastructures aussi techniques, logicielles, informatiques, qui vont être beaucoup plus éthiques, mais qui posent aussi plein de questions sur la façon de toucher ces audiences, puisque évidemment, on n'a pas la même force de frappe que quand on a un compte Facebook. Alors juste pour celles et ceux qui comme moi, seraient interloqués quand on nous parle de chaton, c'est un acronyme, hein, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. J'ai fini. À toi. Euh, et le dernier nouveau territoire qui vient encore complexifier la façon de concevoir le numérique pour les associations, c'est toute la question de la sobriété. Alors évidemment, la sobriété écologique, puisqu'on est en train de se poser beaucoup de questions sur ce que le numérique consomme pour la planète. euh, dans tous les usages. Donc, ça ouvre plein de questions pour les associations. Est-ce qu'on fait tel et tel dispositif numérique? Est-ce qu'on continue d'utiliser de la bande passante, d'avoir des systèmes qui font des requêtes et qui consomment de l'énergie? Et puis, il y a aussi toutes les questions de sobriété rapport à la santé mentale, notamment la santé mentale des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est une association avec des engagements d'avoir des comptes sur des réseaux sociaux qui sont accusés de créer de la dépendance, d'isoler, de fabriquer des problèmes de santé mentale? En tout cas, pour nous ici, l'idée, c'était de faire un petit balayage de ce qui nous semble, les hypothèses qu'on peut poser quand on voit cette idée de décrochage par rapport au numérique. C'est pas une croissance linéaire où de manière mécanique, d'année en année, les associations se disent de plus en plus expérimentées, c'est bon, on a compris les outils, on s'est équipé, on a des spécialistes autour de nous. En fait, aujourd'hui, on est dans une reconfiguration, on est dans une espèce de tempête avec plein de dimensions à l'intérieur qui viennent refabriquer de la difficulté pour orchestrer une communication numérique. D'où l'importance d'avoir des objectifs stratégiques extrêmement clairs. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on a repris conscience avec Pierrine en préparant ce webinaire par rapport à la mise à jour du webinaire qu'on a fait l'année dernière. C'est à quel point il y a eu une sorte, en 2 ans, d'emballement qui a fait que c'est encore plus compliqué avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus compliqué avec les algorithmes, c'est encore plus compliqué avec tout un tas d'éléments. Alors, objectif stratégique. Euh,
J'ai fait le choix, moi, de structurer ma vision de la communication numérique, et on en a discuté avec Pierrine, en 6 objectifs stratégiques qu'on va voir ensemble. Alors, la première trame, elle est liée à l'image, la deuxième à l'engagement. Jusque-là, je pense que pour les gens qui ont un peu de culture communication, vous n'êtes pas perdus. Donc, le premier objectif, évidemment, c'est d'améliorer la notoriété. Qui dit numérique dit panier de cibles, de personnes, d'audience qui vont vous regarder. Donc, améliorer la notoriété, c'est d'abord être visible, être vu. Deuxième élément, c'est surveiller sa réputation. Bah oui, le numérique, ça ne vous sert pas juste à vous projeter, ça vous sert aussi à écouter. Et c'est très important d'écouter les conversations. Et puis, ça vous sert à sensibiliser les publics. Donc, c'est vraiment le cercle vertueux où eh bien, il faut toucher les gens, il faut qu'ils vous voient. Et quand ils vous ont vu, on a envie de les emmener un petit peu plus loin dans la compréhension pour les sensibiliser. Et une fois qu'on les a sensibilisés, eh ben, c'est là que vous pouvez travailler, par exemple, pour recruter des bénévoles, pour recruter des donateurs et impliquer vos publics, par exemple, sur des systèmes de pétition. Alors, définir une stratégie numérique, c'est articuler ces objectifs dans un plan global. C'est-à-dire que vous n'allez pas réfléchir, évidemment, votre stratégie numérique toute seule dans son coin. Le socle, bien entendu, pour toutes les associations, c'est le vision, mission, valeur. Par exemple, euh, si je prends SOS Méditerranée, vision, c'est un monde où plus personne ne va se noyer en mer. Mission, bah, c'est aller secourir les personnes en détresse. Et les valeurs, c'est les valeurs d'humanité, d'humanisme, d'humanitaire. Le persona, c'est ce que vous devrez définir ensuite, et ça se fait en équipe, ça se fait en coordination, ça se fait en écoute avec vos parties prenantes. C'est qui suis-je en tant qu'association, quelle est ma personnalité et comment, dans les mots, dans le ton, dans la forme, dans les images, je vais le traduire dans ma communication. Pour ça, vous passez par des outils de diagnostic où vous étudiez votre contexte, vous étudiez vos cibles, vous étudiez vos parties prenantes, et puis après, vous rentrez un peu plus finement dans l'analyse de votre système numérique. C'est ce que j'ai appelé les forces et les enjeux. C'est quoi mon système numérique? Est-ce que j'ai déjà un site internet? Est-ce que j'envoie déjà des emailing? Est-ce que j'ai déjà des réseaux sociaux? Est-ce que je suis super affûté et j'ai carrément WhatsApp qui me sert à faire de l'interaction? Quelles sont ces performances? Et du coup, ben, quels outils, quels indicateurs je vais appliquer pour évaluer la performance de mon système numérique? Et je mets tout ça sous forme du traditionnel SWOT. Les priorités numériques, je vais passer parce que ça, je l'avais déjà posé tout à l'heure. C'est un peu comme les priorités de la com globale, c'est rendre visible, éduquer, engager. En termes d'objectifs pour les réseaux sociaux, ça va être assez logiquement, on va partir des vues, des likes, des partages, des commentaires. Pour le web, il y aura les pages vues, le temps passé, le taux de rebond. C'est important de ne pas rester sur les pages vues parce que ça, c'est très facile de générer des pages vues. Vous achetez de la visibilité en ligne, vous faites venir 1 million de personnes sur votre site. Manque de peau, ça ne les intéresse pas, donc ils repartent aussi secs et c'est ce qu'on appelle le taux de rebond et ça, c'est pas bon. Donc il faut que les gens restent, il faut qu'ils voient plus de pages, il faut qu'ils passent plus de temps et il faut que vous ayez construit un parcours IKEA à l'intérieur de votre site internet pour les amener au don. Les priorités opérationnelles, la priorité vraiment, c'est le narratif, le contenu. C'est qu'est-ce que vous racontez, comment vous racontez l'histoire. Ensuite, parce qu'on est sur un outil visuel d'identité graphique. Et après, les diffusions, ben, c'est-à-dire comment je m'assure que mon site internet, il est fluide, il est agile, qu'il est partagé, que l'information, je la calibre pour qu'elle soit sur le site, sur les réseaux sociaux ou dans un emailing. Et comment je mets tout ça en œuvre? Ben, parce que je vais avoir un plan d'action, je vais avoir un plan de moyens et je vais pouvoir évaluer tout ça parce que j'aurai défini mes objectifs et je pourrai vérifier que je les ai atteints. Donc pour nous, l'idée, c'était de bien rappeler que une stratégie de communication numérique, c'est cette espèce de matrice qui vient faire écho à la stratégie globale de l'association, qui s'appuie vraiment sur ses fondamentaux, sur son positionnement, et qui ensuite va traiter, mais à la fin, des questions de tuyaux, des questions de canaux, de supports, de médias. Mais finalement, c'est l'atterrissage
de toute cette matrice, de tout ce plan de à qui je parle, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je dois faire. Et ensuite, on en arrive à la question des supports. Le premier des supports au sens traditionnel, et puis aussi parce que c'est le premier des associations, c'est évidemment le site web. On voulait vous dire quelques points clés auxquels il faut penser quand on fabrique un site web et notamment quand on est une association et que potentiellement on a des sujets de ressources à la fois humaines et financières. Euh, le premier point, c'est de se dire qu'un site web, il peut avoir énormément d'objectifs différents. On le pense de manière assez basique comme une vitrine pour dire qui on est. Mais en réalité, on peut réfléchir déjà en amont à ce qu'on veut en faire. Est-ce que c'est notre média, par exemple? Est-ce qu'on fait de la diffusion d'actualité? C'est notre support, actualité, média, magazine, alors que ça pourrait être porté par les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une plateforme qu'on veut euh, axée sur le don, mais de manière très très forte? C'est-à-dire se dire c'est notre organe commercial, c'est notre organe business, c'est notre organe de vente, c'est notre magasin en ligne, et c'est comme ça qu'on va le construire. Est-ce que ça peut nous permettre de faire de l'animation, de réseau? Et dans ce cas-là, on a besoin d'une plateforme, peut-être d'un compte avec des accès particuliers parce que ça nous sert à donner de la ressource à des parties prenantes, ça nous sert à faire du partage de données ou de la collaboration. En tout cas, ça peut comme ça avoir énormément d'objectifs et c'est vraiment important de commencer par poser ça, toujours revenir au socle stratégie, objectif. Euh, Par ailleurs, une fois qu'on en est à fabriquer son site web, ce qui est important, c'est de se dire qu'un site, ça va traduire un positionnement de marque. C'est-à-dire que la façon dont l'information va être organisée, elle dit l'association, elle dit le positionnement de la marque, elle dit l'activité. Ça se joue dans la hiérarchie des contenus qui vient vraiment faire écho à la hiérarchie des objectifs. Deux exemples pour voir un peu ce qu'on veut dire par là. Si on prend le site de Greenpeace, on voit que dans leur contenu, on est tout de suite très centré sur des questions de campagne et sur des propositions d'action de la part des internautes. Donc on voit bien qu'ici, on est sur un site militant, et ça correspond à l'association Greenpeace, qui vient proposer aux internautes de rentrer dans des mouvements, dans des campagnes, dans des sujets, et par sujet, s'impliquer, agir, donner, s'informer, être vraiment comme ça, devenir un militant d'une campagne qui peut nous intéresser. Très différent de ce que fait un WWF, qui lui est dans un discours, une éditorialisation qui est beaucoup plus dans l'encyclopédie. Eux, ils ont choisi de mettre en ligne des contenus, par exemple, qui présentent les espèces en danger et qui va documenter avec une page par espèce en danger toute la donnée, l'historique, les zones géographiques, toute cette partie-là, en fait. Et donc, on voit bien qu'on est sur un site plutôt scientifique, ancré dans la recherche, la pédagogie, et beaucoup moins dans le militantisme et l'action. On est sur autre chose, on est sur de la fabrication de contenu pédagogique. Donc ça, c'est le premier point, se dire que la façon dont vous structurez l'information, elle dit qui vous êtes. Le deuxième sujet, c'est de penser le site comme une façon de stimuler l'engagement. Évidemment, le premier auquel on pense, c'est le don. Donc avoir une plateforme de don et après on on rend le site plus ou moins intrusif dans la suggestion du don où on fait ça de manière un peu plus légère. Mais il y a beaucoup d'autres façons d'en faire une plateforme d'engagement et du coup de fabriquer, de faire circuler vos messages de manière plus gratuite, même si on va voir juste après qu'un site, il n'y a rien de gratuit en réalité sur le trafic. Mais par exemple, on peut faire des capsules visuelles qu'on propose de partager sur ses propres réseaux sociaux. C'est ce que fait la Fédération internationale des droits humains avec de la production de formats illustrés, de data visualisation qui permettent en fait de faire circuler sur des réseaux personnels ces petites capsules visuelles. On peut en faire un outil évidemment de pétition. Il y a tous les systèmes qui permettent de... Alors, autrefois, c'était tweeter à son député. Désormais, c'est un peu perdu.
Mais il y a tous ces modes d'action-là. Est-ce qu'on peut envoyer un email directement à son maire via la plateforme? Comment on peut agir? On peut évidemment signer des pétitions. Il y a tout ce volet-là. Et puis, on peut proposer de fabriquer des mini-cagnottes, des cagnottes événementielles, que les utilisateurs fabriquent leurs propres cagnottes. C'est ce qui a été fait par Ed il y a 2 ans maintenant. Pour le coup, ça avait assez peu marché, mais sans doute parce qu'il n'y avait pas assez de médiatisation de la campagne derrière. Et puis, on peut aussi faire de la boutique. Tout de suite, on voit la grosse logistique, la production des objets. C'est Ella qui le fait avec des petits objets qui sont contextuels en fonction de l'année, la boule de Noël, etc. Et en faisant une petite communication légère, ça permet quand même de fabriquer, bon an, mal an, un peu de budget. Pour se dire sur le site, ce qui est important, c'est ce que je disais juste avant, c'est de se rappeler que on se dit souvent le site c'est un peu gratuit. Alors il y a le fait de le fabriquer où on peut passer par des experts et donc ça coûte quand même un peu d'argent. Mais après on se dit comme ça, je peux diffuser mes messages à la terre entière de manière gratuite. Il faut vraiment penser que fabriquer du trafic sur un site, ça n'est jamais naturel, ça n'est jamais gratuit. Parce qu'en réalité, même le référencement naturel, donc le fait d'apparaître dans Google quand on cherche association, préservation, environnement, ben en fait, ça vous met en concurrence avec tous les gens qui ont acheté des mots-clés sur ces dimensions-là et qui vont être mieux placés et pour être très bien placé, il faut faire beaucoup de travail sur les contenus de son site, le référencement naturel, le fait de mettre des informations méta sur vos contenus. En fait, c'est beaucoup de travail de contenu qu'il faut faire. De la même manière, on va le voir après pour le référencement avec l'intelligence artificielle. Et puis, pareil, on se dit, ben, j'ai des réseaux sociaux, donc je vais poster sur les réseaux sociaux des articles que je mets sur mon site. Et comme ça, les gens vont venir sur mon site. En réalité, ce lien-là, on sait qu'il est compliqué pour plein de raisons. Il y a relativement peu de trafic entre les réseaux sociaux et un site web. En général, le contenu se digère, se mange directement à l'intérieur du réseau social et il y a peu de sorties. Et puis, il y a toutes les règles des plateformes qui font que les algorithmes font en sorte de vous pousser à sponsoriser vos messages plutôt que de les mettre de manière naturelle dans les feeds des utilisateurs. Donc, évidemment, il y a toute la famille du trafic payant. Je peux m'acheter des mots-clés sur Google, je peux m'acheter des bannières, je peux faire tout ce travail-là. Mais pour se dire, même ce qui a l'air d'être gratuit, en réalité, c'est un travail d'une manière ou d'une autre. Typiquement, le fait que sur Google, on puisse aller taper mouvement colibri, c'est parce qu'il y a eu un travail, peut-être médiatique, de présence dans la presse, de présence chez des influenceurs. Et tout ça, ça a été fabriqué, ça a été travaillé. Le site n'est jamais quelque chose qui vit en vase clos, évidemment. Et il y a 3 points importants, notamment pour les associations sur le site web aujourd'hui, quand on pense une refonte. Les questions d'accessibilité. Vous trouverez un référentiel qui a été produit par la DINUM, qui est la direction interministérielle du numérique, et qui redonne toutes les règles, toutes les bonnes pratiques pour faire en sorte que ces plateformes numériques soient accessibles. C'est évidemment une obligation légale pour toutes les organisations qui ont une mission de service public. Le deuxième point, c'est l'éco-conception par rapport à l'enjeu sur la sobriété dont on parlait tout à l'heure. Toute refonte de site aujourd'hui intègre cette question. Donc, et ça se joue dans l'ergonomie du site, mais aussi la façon de faire le code, de le développer et dans le choix d'un hébergement. Donc, typiquement, la discussion chaton. Vous avez des outils comme EcoIndex qui permettent de tester votre site, de voir un peu où vous vous situez. Et puis, vous avez tous ces référentiels qui permettent d'avoir des bonnes pratiques et d'évoluer. Et le troisième point, c'est le fait d'être référencé par les intelligences artificielles. De plus en plus, notamment chez les jeunes, les statistiques sont très claires. Les chats GPT et consorts sont utilisés comme les nouveaux moteurs de recherche. Alors, c'est pour ça que Google a fait beaucoup de travail sur son Gemini, parce qu'ils ont bien vu qu'ils étaient en train de perdre le marché de la recherche, qui est en train de basculer chez les IA. Donc ça veut dire que tout le travail de SEO, donc le Search Engine Optimization qu'on faisait avant de manière traditionnelle pour être sûr d'apparaître assez haut dans Google, en fait maintenant il y a le travail de GEO
vous pouvez trouver plein d'agences spécialistes pardon, qui font des tutoriels sur YouTube qui sont très clairs, très pédagogiques pour comprendre un peu les enjeux. Mais en gros, euh, ça change la façon dont on structure le contenu. Et ce à quoi il faut penser aussi, c'est qu'il y a une très grosse importance maintenant de toute la trace numérique, tout ce qui traîne en ligne sur votre association. Parce que l'intelligence artificielle, elle va chercher partout tout ce qui a été diffusé à un moment donné. Et donc, il y a un travail de vérification de vos informations pour s'assurer qu'il n'y a rien de caduque. Ça, c'est le premier point, parce que parfois, on n'avait pas daté un article, une information, sauf que l'IA, elle ne le sait pas, et elle trouve que le contenu est très intéressant. Elle vient le chercher et elle le remonte comme une réponse aux utilisateurs. De la même manière, des informations qui peuvent être fausses, parce que l'IA est allée chercher dans toutes les sources. Donc, ça nécessite aujourd'hui un travail comme ça sur la véracité de son contenu et vérifier de qui sort chez les IA, qui est vraiment important à regarder et à faire. Absolument. Si je peux juste rajouter deux choses, c'est à la fois une forte évolution qui a commencé Pierrine en disant aujourd'hui, il y a peu de liens entre les réseaux sociaux et le web, peu de gens cliquent sur les posts, et ça, c'est un changement radical. Moi, j'ai commencé à travailler ces questions de communication numérique en 2009 chez AD Action à l'époque. Et à l'époque, c'était vraiment les réseaux sociaux et les recherches Google qui drivaient du trafic vers le site Internet. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne drivent quasiment plus rien. Et c'est d'autres outils que vous devez utiliser, par exemple la newsletter, en intégrant des liens pour driver du trafic vers votre site Internet. Et puis, sur deux éléments qui ont fait que j'ai décidé, proposé la refonte du site internet du mouvement Colibri quand je suis arrivé, c'est qu'en fait, si vous allez voir sur celui qui est encore en ligne, en fait, il y a 16 sites internet. Ça paraît bizarre, surtout dans une association qui parle de transition écologique, mais ça prouve aussi que la prise de conscience, y compris dans nos associations, n'a pas été une évidence, qu'elle s'est fait peu à peu. Et aujourd'hui, pour le site qu'on retravaille, le site vitrine avec Pierrine, ce qu'on a, nous, vraiment en vigilance, c'est l'éco-conception, c'est l'efficacité, et puis c'est l'actualisation. Parce que, comme le disait Pierrine, quand l'IA va chercher tous les rapports annuels des anciennes années, alors que les plus récents ne sont pas mis en ligne, je prends juste un exemple, du coup, forcément, les données qui sortent, elles sont fausses. Voilà pour ce petit aparté. Alors, on va parler maintenant réseaux sociaux. Vous n'avez pas tous les réseaux sur ce slide, on est d'accord. Je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est que même visuellement, la présentation verticale que vous voyez ici, avec Facebook, Instagram sur la gauche, on peut revenir aussi sur ce qu'il y a là, sur les volumes. Tout à l'heure, je vous disais, on parlait du fait divers, on parlait des GAFAM, je vous parlais d'une différence de volume. Vous voyez par exemple, si vous regardez au milieu, X, 4,2 millions d'abonnés à des associations et fondations aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en dépit du mouvement HelloKittix, il y a toujours 4,2 millions de personnes qui sont abonnées à des comptes d'associations et fondations. Si vous regardez Blue Sky, on n'en est pas du tout à ce niveau. Et Blue Sky, c'est vraiment créé pour concurrencer X. Donc, c'est une organisation indépendante. De même que Facebook avait créé Threads aussi pour concurrencer X. Facebook, vous le voyez, c'est 11,5 millions d'abonnés. C'est le plus gros volume d'audience. Donc, on peut vous dire ce qu'on veut, mais n'empêche que les associations y sont toujours, et n'empêche que les associations, ça leur pose un problème, comme on en parlait tout à l'heure, sur la capacité à porter des sujets politiques, sur la capacité à sensibiliser. Donc, Facebook, c'est plus sur, on va dire, ma génération, les plus de 50 ans, oui, pour moi, beaucoup plus de 50 ans. Et c'est plutôt féminin. Instagram qui est plus jeune, TikTok qui est encore plus jeune, mais qui est très vidéo, avec beaucoup de temps passé. X, bien entendu, on ne revient pas dessus avec tout ce qu'il y a autour des enjeux politiques. LinkedIn qui est plus un réseau professionnel, mais si vous en êtes utilisateur, vous avez vu que c'est un réseau qui est en très forte croissance. C'est un réseau pour lequel nous, le mouvement Colibri, on a de bonnes interactions qualitatives.
Et puis, c'est un réseau sur lequel se pose à nouveau la question du politique en disant c'est un réseau professionnel, on ne doit pas parler politique, mais en fait, si vous le suivez, vous apercevez que le sujet politique prend de plus en plus de place sur LinkedIn. Snapchat, on en parlait avec Pierrine, c'est assez étonnant. C'est finalement le réseau social qui a la fréquentation la plus forte, notamment parce que comme les messages disparaissent au fur et à mesure qu'ils sont postés, eh ben, on a envie d'aller voir ce qui se passe et c'est presque plus addictif que d'enchaîner les vidéos sur TikTok. Et puis YouTube, YouTube c'est intéressant parce que il est de plus en plus concurrencé par les formats courts qui sont directement en ligne sur les réseaux sociaux ou qui peuvent être portés par d'autres plateformes, mais ça reste une énorme plateforme. Il y a la puissance de Google derrière et par exemple, euh, voilà, ils développent des films, ils développent leur propre production. Brièvement, je reviens sur cette question des plateformes. Vous voyez ici les chiffres. Je vous parlais tout à l'heure du nombre euh, d'abonnés en termes de millions sur X. Vous voyez ici ce que ça peut donner par rapport à Blue Sky, le petit papillon. Vous voyez ce que ça donne par rapport à Mastodon. Je vous disais, le mouvement Colibri, 650 abonnés sur Mastodon, 360 000 sur LinkedIn, pardon, sur Facebook, 35 000 sur LinkedIn. Et Threads, qui finalement peut s'appuyer sur, c'est le petit hat à gauche, qui peut s'appuyer sur la puissance de Facebook, du groupe Meta et de la création en fait de synergie entre Facebook, Instagram, Meta, où vous pouvez partager vos flux, poster un contenu sur plusieurs sites. Tout l'enjeu, et c'est bien l'enjeu de la dernière question que vous voyez sur la colonne de gauche, c'est une fois que j'ai créé tout ça, une fois que j'ai identifié mes cibles, que j'ai fait mes contenus, que je les ai postés, que je les ai calibrés, que je les ai programmés, parce que pas forcément tous à la même heure, que je les ai poussés en faisant de l'achat de visibilité, eh ben, il faut aussi du temps pour modérer. Et là, je peux vous donner un exemple très récent, c'est-à-dire que euh, on n'a pas énormément de réactions, il faut être modeste, au mouvement Colibri sur nos posts, mais quand on fait des posts très liés à l'actualité, par exemple sur la loi du plomb, et bien là, les réactions s'envolent. On peut avoir 1500, 2000 likes, on peut avoir des dizaines, voire des centaines de commentaires, des dizaines de partages. Et là, il faut quand même aller voir. Et quand on est tout seul comme moi pour faire toute la com du mouvement Colibri, ça veut dire prendre du temps pour éviter que des avis négatifs ou des choses dangereuses ne se promènent dans vos flux. Pardon. Et ce qui est intéressant, c'est l'arrivée de WhatsApp. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une utilisation de WhatsApp qui est assez basique, c'est-à-dire c'est des groupes de discussion professionnels. Je n'ai pas d'utilisation personnelle ou privée de WhatsApp. Et ce qui est intéressant, c'est que des grandes ONG internationales, et notamment qui ont des antennes hors France, ont commencé à investir ce canal WhatsApp pour faire du relationnel direct, du relationnel un peu qualitatif, avec certaines catégories. Et là, vous voyez par exemple le WhatsApp de Médecins sans frontières / Doctors Without Borders, 566 000 followers. Ça fait une sacrée communauté. Et quand vous poussez un message à 566 000 personnes sur leur téléphone en WhatsApp, eh ben, ça donne du répondant. Donc ça, c'est pour vous dire aussi qu'il faut rester vigilant dans cet univers numérique avec les nouveaux outils qui arrivent. Mm. Il y a plein d'opportunités. Il faut essayer, même si c'est difficile, de rester un peu en veille sur ces nouveaux usages, de voir un peu ce que font les grosses. Il suffit de suivre un Médecins sans frontières, un Croix-Rouge française ou pas française d'ailleurs, pour les voir un peu expérimenter et se dire, tiens, on va voir ce que ça donne. Mais ça, c'est vraiment une façon de faire de l'emailing de manière assez différente. Il peut y avoir, on peut garder les interactions avec les gens, alors faire les conversations, mais c'est un canal vraiment chouette de diffusion d'informations. Ah pardon, c'est encore à moi. C'est moi, je t'ai coupé, je t'ai juste coupé, Pas de t'inquiète souci. pas. Euh, alors, le social media, comme on le disait, les réseaux sociaux, ils servent évidemment à se rendre visible. Une fois que vous êtes rendu visible, vous diffusez des messages, vous communiquez sur l'actualité de vos actions. C'est ce qui est principal. Pour ça, c'est bien de ne pas partir sans être au minimum organisé, structuré.
On parlait tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure de la hiérarchie, du fait d'avoir un message, un narratif, d'avoir des contenus, d'avoir une identité graphique et visuelle. Tout ça, pour le numérique, il va falloir que vous le traduisiez sous une forme de charte. Donc, la plupart des associations ont une charte graphique à minima, avec leur logo, avec les fontes qu'elles utilisent, avec les couleurs qu'elles utilisent ou qu'elles n'utilisent pas, comment elles intègrent leur logo. Eh ben, il faut faire pareil pour le numérique. Il faut aussi planifier, organiser, donc créer un calendrier dédié, que ce soit un simple outil Excel ou que ce soit un outil lié à votre agenda ou un outil qui est à l'intérieur des plateformes que vous allez utiliser. Par exemple, si vous allez sur Meta, bah, vous pouvez programmer en les identifiant, soit pour publier systématiquement Facebook et Insta, si vous n'avez pas peu de temps, ou vous distinguez les publications. Voilà, pensez en termes de contexte, collé à l'actualité. Je vous parlais tout à l'heure de la loi du plomb. C'est vrai que si vous regardez les résultats, par exemple, de l'engagement sur les réseaux sociaux du mouvement Colibri, vous avez ça, ça fait ça toute l'année, et puis ping, au mois de juillet de 2025, ça fait ça, puis après ça redescend un petit peu, parce que tout d'un coup, ça a créé beaucoup d'engagement. Ça doit se faire en intelligence, j'allais dire, avec qui vous êtes et ce que vous faites. Parce que s'engager, prendre la parole, si vous n'êtes pas légitime, il faut se méfier du backlash. Et puis, il faut penser qu'une bonne communication, ce n'est pas toujours des contenus très léchés, très designés. Ça peut être très brut, très spontané. Et les réseaux s'y prêtent très bien. Et puis, de plus en plus, en fait, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. C'est là que c'est intéressant aussi, dans la mesure du développement de votre association, de commencer à réfléchir déjà à une charte de l'usage de l'IA. Parce que tout à l'heure, Pierrine vous montrait ce slide sur lequel on a des impacts de numérique. L'IA, c'est un fort impact. C'est en termes d'électricité, en termes de réseau, en termes d'eau pour rafraîchir les serveurs. Donc, l'IA, elle ne doit pas être utilisée n'importe comment pour créer des images parce qu'on trouve ça drôle. Non, ça doit répondre à un besoin nécessaire, si tant est que ce soit nécessaire de passer par l'IA, et à une charte. Alors, sur la publicité à moindre coût, on peut avoir quelques points là. Ce qui est intéressant sur le numérique, c'est l'effet masse, c'est la massification de votre communication. Et donc, l'idée est de vous dire, ben voilà, par exemple, si je me dis que chaque année, je vais consacrer quelques centaines ou quelques milliers d'euros à de l'achat de visibilité numérique, bah, j'aurai toujours un retour sur investissement qui sera supérieur à ce que j'aurais pu avoir si j'avais mis cet argent pour acheter, par exemple, des pages de publicité dans la presse ou des minutes télé. Ça veut dire qu'il faut aussi quand même penser à tout ce qui est bandeau ou affichage sur des sites qui sont grand public, mais ça, Pierrine vous en reparlera tout à l'heure. Et puis, il faut vérifier comment votre performance se joue sur les créations en fonction de vos audiences et de la manière dont vous vont le segmenter, avec des campagnes que vous allez organiser soit sur des périodes très restreintes, soit des périodes un peu plus longues au cours de l'année. Et voilà, le dernier chiffre, c'était que, par exemple, un investissement de 3 000 euros peut vous permettre de toucher 3,5 millions de personnes. Là encore, expérience Colibri, il y a 3 ans, je n'étais pas dans l'association, mais on me l'a raconté. Il y a eu un achat sponsorisé de visibilité pendant la campagne de fin d'année. Il y a eu 1 million de vues, il y a eu un don. Voilà. Donc, c'est ça, il faut vraiment réfléchir, qu'est-ce que vous voulez atteindre et où vous mettez vos moyens en fonction de l'objectif que vous avez. Par ailleurs, le social media, ça peut servir à faire des campagnes de communication en ayant des usages créatifs en fait de ces plateformes, en les détournant un peu. C'est un exemple qu'on voulait vous raconter qui a été fait par Reporters sans frontières. Ils ont créé des comptes Twitter pour des journalistes qui étaient décédés et qui avaient été notamment tués dans l'exercice de leurs fonctions. Et en fait, l'idée, c'était d'utiliser ces comptes pour diffuser des informations qui peuvent être sensibles, qui peuvent être dangereuses pour les journalistes qui sont toujours en vie, en se disant, en fait, ils sont protégés par le fait d'être morts.
Et ça, c'est cette idée-là de comment on utilise un Twitter pour fabriquer du discours. Après, ça fabrique un cas pour faire vraiment de la publicité. Mais ça, voilà, il y a quelque chose là qui est aussi intéressant dans l'usage créatif qu'on peut chercher à faire des plateformes. Et le dernier point, Jean-Christophe, sur la réputation, qui est un point vraiment majeur pour les associations, encore plus que pour toutes les autres marques. Ton micro est éteint. Merci. Il y a des outils qui existent. Alors, ce que vous voyez, évidemment, déjà, mais ça, vous le voyez sur vos propres comptes personnels, c'est que quand quelqu'un parle de vous, quand quelqu'un vous cite, quand quelqu'un vous like, quand quelqu'un vous commente, en principe, vous avez une alerte qui vous dit voilà ce qui s'est passé. Donc là, vous savez que vous pouvez aller voir. Mais des fois, vous pouvez avoir besoin d'avoir un meilleur monitoring. Et là, il y a des outils qui existent. Donc, TweetDeck, ça s'appelle comme ça parce que ça avait été développé par Twitter, aujourd'hui X, mais vous avez Mention, vous avez Talkwalker, vous avez les systèmes de Google Alert qui sont pratiques pour tout ce qui est de l'ordre du média, et vous avez Hootsuite, qui est à la fois un outil qui vous permet de faire du monitoring, mais aussi de programmer ou de grouper de la publication. C'est important parce que, donc je vous disais que Pierre et moi, on avait tous les deux travaillé pour SOS Méditerranée. On s'est retrouvés fin 2023 avec une série de communications assez sensibles. On a démarré par le procès des personnes de génération identitaire qui avaient envahi le siège de SOS Méditerranée. Ça ne s'est pas bien passé. L'invasion, évidemment. Ensuite, on avait eu l'arrivée de l'Ocean Viking au port de Toulon pour débarquer 232 survivantes et survivants. Et puis après, on avait eu ce député qui avait trouvé très intelligent d'interrompre un autre député à l'Assemblée nationale en criant qu'il retourne en Afrique, en parlant des personnes qui allaient débarquer. Et donc, quand vous vous retrouvez en tant qu'association, pas de très grosse taille, embarqué dans un flux médiatique permanent. On a eu jusqu'à plus d'une centaine de retombées médias jour pendant cette période-là. Pour certains, pour vous qui connaissent la communication, c'est énorme. On s'est retrouvé certains jours dans ce cycle avec des dizaines de milliers de messages, de menaces, de dénigrement uniquement sur le compte Twitter. Donc là, il a vraiment fallu organiser notre monitoring, mais aussi s'appuyer sur une agence externe qui aussi a mis en place des outils pour filtrer, pour nous prévenir. Donc c'est vraiment important de vous équiper de cette capacité-là selon votre volume. Par exemple, aujourd'hui, pour Colibri, les outils internes me suffisent, je n'ai pas besoin d'aller sur ces plateformes-là. Et Monsieur Krivine, on verra votre question juste après, dans les questions-réponses. Peut-être une petite synthèse rapide, parce qu'on a vu quelques points, mais sur les Oui, bonnes voilà. pratiques. Ouais. Alors sur les bonnes pratiques, bon, je vous parlais de ce qui est brut, ben, c'est ce que vous voyez avec ces captures d'écran de vidéos SOS Méditerranée qui sont assez brutes, qui sont assez spontanées et qui finalement sont faites soit à la GoPro, soit au téléphone portable et qui permettent d'avoir un aspect très, très immédiat, très immersif. Vous avez en termes de tendance, alors c'est intéressant ce starter pack parce qu'il a à la fois créé des choses intéressantes dans la mesure où des personnes ont détourné une idée, ont surfé sur une tendance, mais je vous parlais tout à l'heure des impacts négatifs de l'IA. Le starter pack, ça a été aussi un usage phénoménal de l'IA pour générer des images qui avaient plus ou moins d'intérêt. Et donc voilà, surfer sur les tendances, c'est bien avec vigilance. Les actes d'achat, eh ben, il faut voir comment l'intégration des réseaux sociaux dans le parcours de don se fait, comment des fonctionnalités de don arrivent sur les réseaux sociaux. Le plaidoyer, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de campagnes de plaidoyer qui se font sans à la fois un site internet qui va permettre de réunir le fond des arguments, des réseaux sociaux qui vont disséminer les messages, plus des newsletters, plus de la communication numérique via des groupes WhatsApp. Donc ça, c'est très, très important, plus tout ce que vous pouvez faire en termes de pétition. La pétition, je fais une petite insiste, c'est aussi générer des nouveaux contacts.
Et là, la personne qui s'occupe de la collecte dans votre association, elle va être contente également. Et puis, il y a tout ce qui est partenariat par exemple avec des influenceurs. Les emailing, c'est encore moi les emailing ou c'est toi? Oui, c'est plutôt toi. C'est plutôt moi. Allez, on continue sur les emailing. Alors, on vous a parlé des emailing avec Pierrine. Ce qui est intéressant, les emailing, c'est que contrairement à un réseau social où je peux scroller, je peux passer sur mon mur, l'emailing, ça arrive dans ma boîte aux lettres, ça m'est adressé. Et a priori, si je le reçois, c'est que j'ai été intéressé. Sinon, ça veut dire que je ne me suis pas abonné, ou ça veut dire que je me suis pas, ou je me suis désabonné, ou j'ai mis l'expéditeur en spam. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous pouvez renforcer la capacité d'attractivité d'un email qui arrive dans votre boîte mail. Donc pour ça, il y a la mesure des messages d'engagement. Donc vous voyez, par exemple, ça c'est une référence de 2024 chez SOS Méditerranée. Les messages qui avaient le mieux marché en termes de messages d'engagement, c'était tout simplement humain ou des rescapés, pas des migrants. Et donc là, on touchait au fond, en fait, de la vision politique de SOS Méditerranée. Il y avait tout ce qui était la Cour constitutionnelle italienne, parce qu'il y avait une forte tension où ils voulaient exclure SOS Méditerranée de débarquer dans les ports italiens. Et puis les sujets liés aux personnes rescapées elles-mêmes, donc un hommage aux survivantes ou des questions relatives à leur santé. Ce qui est important pour tous ces emailing, c'est vraiment personnaliser autant que vous pouvez si vous arrivez à segmenter votre liste. Et là, on revient à ce qu'on vous a dit en début de webinaire sur les notions de CRM. Et il y a un contenu percutant, le storytelling, l'histoire touchante, humanisée avec des témoignages, c'est vraiment important. Les chiffres, vous le voyez par exemple sur les derniers conflits au Moyen-Orient ou en Ukraine, on parle de chiffres, on parle de centaines, on parle de milliers, mais en fait, une histoire, ça touche beaucoup plus, ça touche énormément. Appel à l'action, ce qu'on appelle le call to action, pour créer ce sentiment d'urgence. Le visuel, on en a parlé. Et puis, quand vous avez des bases que vous maîtrisez, vous pouvez faire de l'A/B testing, c'est-à-dire que vous envoyez à une partie de votre base un format avec un titre, à l'autre partie un autre format avec un autre titre, et vous voyez ce qui revient. La suite. Voilà, je voulais vous donner quelques chiffres, par exemple, sur le mouvement Colibri. Donc, vous voyez qu'on a environ 136, 137 000 abonnés à notre newsletter, qu'on a un taux d'ouverture qui n'est pas mauvais, hein, qui est aux environs de 33, 34, 35% selon les lettres, qu'on a un taux de clic qui varie, en fait, selon le sujet, mais qui est à 2,5, 3%, et ça, c'est plutôt pas mal, et qu'on a un taux de désinscription qui est plutôt faible. Voilà, et donc ça, c'est lié au titre de votre lettre, c'est lié à l'heure de l'envoi, plutôt le matin, tôt. Et le week-end, moi, je n'ai pas testé, mais en principe, on évite. Et puis après, c'est comment vous suivez vos performances et comment vous vous adaptez. Sur la fin, sur les supports immédiats, on va aller assez vite pour pouvoir Ouais. passer rapidement aux questions-réponses. Mhm. Évidemment, il y a tout le canal, si on peut l'appeler comme ça, de l'influence. Il faut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'on peut avoir des parrains et des marraines pérennes? Est-ce qu'on peut fabriquer un groupe, un comité de soutien, des amis, quelque chose comme ça? Et surtout, évidemment, faire attention au rapport entre leur célébrité, disons, médiatique et leur célébrité numérique. Il y a beaucoup de personnalités médiatiques qui vous seront très utiles si vous arrivez à les placer en télé. Enfin, si vous arrivez à faire en sorte qu'ils placent un message sur l'association en télé, mais qui seront totalement inutiles sur les réseaux, par exemple, parce qu'ils n'ont pas du tout d'audience numérique. Euh, Évidemment, c'est intéressant à plein d'endroits, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser leur image pour faire des messages dans vos canaux de communication ou faire en sorte que eux fassent des messages autour de vos sujets. Tout ça fonctionne extrêmement bien et c'est toujours une question intéressante à se poser dans son dispositif global. Un autre point qui est souvent pas traité par les associations, on a vu qu'il y avait que 15% des assos qui faisaient de la publicité en ligne. C'est ça qu'on met dans le terme display. Quand on y pense, on pense potentiellement au Google Ads aussi parce que vous avez souvent des packs, des grants qui sont offerts par Google pour vous acheter des supports publicitaires chez eux. Et puis à tout le réseau Meta Ads.
Mais en fait, il y a énormément de façons de faire des achats d'espace en ligne. On voulait vous en montrer quelques-unes pour bien se rappeler que tout ça est aussi à votre disposition. On peut déjà penser aux médias. Tous les médias ont des régies pour acheter des espaces qui sont des petits espaces traditionnels type bannières, mais qui peuvent aussi être contextuels en fonction des sujets des articles. On peut sponsoriser des dossiers de journalistes, on peut faire du brand content, c'est-à-dire qu'on peut faire de la création de contenu avec les journalistes. On peut aussi négocier des présences gratuites. Donc, toujours penser à contacter les régies du Monde, par exemple, ce genre de choses. Il y a des régies particulières qui permettent de faire de la publicité un peu différente. Par exemple, Blink va, comment dire, réunir un certain nombre de sites web et vous permet de placer des bannières publicitaires dans des sujets spécifiques à l'intérieur de tous ces sites web. Donc, je pense à toute la presse féminine, des blogs de cuisine. En fait, tous ces sites qui font de la publicité, ils sont dans des régies et il y a des régies type Blink qui font de l'achat sur des sujets. Donc, ça vous permet d'être dans des articles qui parlent de vos thématiques avec vos appels à dons, par exemple. Il faut aussi penser au son. Spotify a une super régie publicitaire. Il faut fabriquer un petit format son, mais ils ont un ciblage qu'on dit affinitaire qui est très intéressant. Leurs chiffres de pertinence, enfin de puissance, d'impact de la publicité sont super. Et pareil, ils font potentiellement des accords avec des associations. On peut penser aux lieux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des solutions publicitaires qui permettent de mettre des annonces digitales, des panneaux digitaux dans des lieux particuliers. Si vous avez des questions d'espace, vous savez que vos cibles, elles vont toutes dans tel endroit, à tel moment, ça peut être une façon aussi de le penser. Et il y a des solutions de production à faible coût, notamment avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui sont possibles. Et ça, en revanche, ça nécessite du travail parce qu'il faut faire une espèce de petite matrice pour l'achat média. L'idée, c'est de tout le temps revenir à quelles sont les forces et les faiblesses de chacun de mes tuyaux, quel argent j'investis pour dire quoi à quelle cible. Donc, se faire ce grand tableau-là, ça, c'est un exemple de tableau qu'on faisait chez SOS Méditerranée pour voir les Google Ads, on sait que tel format est très bon sur de l'impression, mais très très mauvais sur du clic. Évidemment, à l'intérieur, on va mettre les messages qui sont juste des messages de présence à l'esprit, qui sont des messages de notoriété et pas des messages de conversion vers du don. Microsoft était meilleur pour certains KPI que d'autres. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à orchestrer quelle communication on met à quel endroit. Et puis enfin, on voulait vous dire que si on regarde la question des supports et des médias, tout Internet, tout le numérique est un potentiel support de communication en réalité. Euh, Par exemple, il peut y avoir des usages créatifs intéressants de la visioconférence. Il y a des exemples, notamment en communication politique, d'organisation d'événements en visioconférence via des Zooms, par exemple, et on fabrique de la communication autour de ça, et on va générer de l'engagement sur ces webinaires, sur ces conférences. On peut diffuser des messages des équipes sur le terrain, par exemple, c'est ce que faisait beaucoup SOS Méditerranée, qui organisait des lives avec les personnes qui sont sur le bateau. Et donc, les donateurs avaient la possibilité d'être invités à des visioconférences avec les personnes sur le bateau qui, d'habitude, ne parlent jamais, qui ne sont pas des porte-parole naturels de l'assaut. Et ça fonctionne extrêmement bien pour fabriquer de la fidélisation. Et après, tout ce qui peut être fait, alors là, je vous propose d'aller voir, il y a un gros festival de publicité qui s'appelle les Cannes Lions, et vous allez pouvoir chercher ce qui a été fait en non-profit dans les Cannes Lions et voir des exemples créatifs incroyables d'usage du numérique. Et parfois, ce ne sont pas des budgets fous. Alors, ça nécessite d'avoir une agence de publicité, mais il y a aussi des agences qui font du pro bono parce qu'ils visent de gagner des prix dans des festivals prestigieux. Un exemple ici, c'est le gouvernement allemand qui veut faire la promotion de comment dire, sa démarche autour de la diversité et de l'inclusion.
et qui du coup a fait une traduction de ces vœux dans toutes les langues parlées sur le territoire allemand. Et en fait, il suffit de mapper le visage, enfin de faire parler le chancelier dans toutes les langues grâce à l'IA pour dire les vœux. Une autre façon de le faire, alors pardon, c'est un autre exemple où on utilise des morts, mais qui est quand même extrêmement pertinente. Dans le combat contre les armes à feu aux États-Unis, c'était un site qui permettait d'envoyer un vocal enregistré par un enfant qui avait été tué par arme à feu à un député directement. Encore une fois, traité avec l'intelligence artificielle, en fait, hein, on reproduit la voix d'un enfant pour interpeller des pouvoirs publics. Et évidemment, le sujet podcast, dont on entend beaucoup parler, c'est pour faire un bon podcast intéressant à écouter, ça nécessite de la production sonore quand même de qualité. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier la question de la diffusion, qui elle aussi peut coûter de l'argent. Le mieux, la meilleure stratégie, c'est de s'adosser à un éditeur de podcast qui est reconnu, qui a déjà une audience, qui a des gens qui les suivent, qui a des habitués, etc. C'est ce qui avait été fait, par exemple, c'est ce que fait MSF avec Programme B, qui est un des programmes de Binge Audio, ou ce que SOS Méditerranée avait fait aussi avec L'Affaire, et j'ai oublié l'éditeur du programme L'Affaire. Ouais, j'ai oublié aussi, je vais retrouver. Voilà ce qu'on voulait vous dire pour balayer assez rapidement, parce qu'encore une fois, on est sur quelque chose d'assez large ici, mais la question des supports et des médias. Voilà, et pour terminer, je voulais juste partager avec vous justement un slide qui permet voilà, de résumer un peu tout ce dont on a parlé. C'est la manière dont on avait envisagé la construction de l'écosystème digital de SOS Méditerranée. Donc vous voyez, c'est des bulles, c'est des sphères, et c'est des sphères qui sont qui se répondent, qui sont interconnectées, mais autonomes, indépendantes. Et ça, c'est une vraie différence aujourd'hui par rapport à quelques années auparavant, où on avait tout ça qui était très connecté. Aujourd'hui, vraiment, vous avez une approche où vous faites une cartographie de où vous êtes sur le numérique, où vous avez besoin d'être, et vous réfléchissez plus simplement à faire venir du trafic sur votre site web, mais en fait, à quoi je dédie chacun des espaces numériques et qu'est-ce que je vais y mettre dedans pour être le plus efficace possible, à la fois sur les à la fois sur les réseaux sociaux, sur mon cœur de site internet, sur mes emailing, mais également sur toute la partie du purchase, de l'achat de campagne digitale. Voilà, je vois on a bien dépassé d'un quart d'heure avec Thierry. Et donc, on est à vous pour vos questions. Juste une petite recommandation. Euh, Tout à l'heure, je vous le disais, on le voyait avec le volume d'associations en France, celles qui ont des salariés, celles qui ont des capacités numériques. C'est important d'avoir une capacité de pilotage interne. Ne vous lancez pas dans le numérique si vous n'avez pas une capacité de pilotage interne. D'avoir des appuis techniques externes. Le niveau de technicité de chacun de ces sujets est tellement énorme qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus permettre voilà, d'y aller tout seul. Utiliser l'IA potentiellement pour générer des contenus. Euh, Faire un peu, mais bien, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous produisiez moins et que vous soyez bien monitoré. On parlait tout à l'heure de monitoring, il y a aussi des références qui ont été partagées dans le chat. Gardez en vue le projet associatif et notamment sur les aspects de valeur. Soyez en veille et à l'écoute des tendances et puis pensez au pilotage de chaque projet. C'est un peu ce que je viens de vous dire sur la manière dont à la fois une campagne réseaux sociaux, elle va se piloter de manière indépendante, mais vous pouvez aussi avoir des campagnes de plaidoyer globales qui vont devoir être présentes partout. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à votre écoute. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, mettre votre caméra, vous présenter quand vous avez une question. Je vois qu'il y a une question de Thierry, mais peut-être que je ne vois pas tout le monde en même temps et qu'il y en a plusieurs. Oui, bonjour. Juste une petite question. Merci Jean-Christophe et Thierry. On a parlé beaucoup de numérique et à aucun moment j'ai entendu prononcer le mot sécurité. Comment est-ce que vous combinez la communication avec ces aspects-là? C'est une bonne question. Il y a effectivement plusieurs strates.
Il y a la sécurité de votre site web et donc comment vous protégez votre site web, comment vous empêchez de vous faire hacker votre site web. Donc, ça veut dire, par exemple, quand vous avez un formulaire d'abonnement à une newsletter, bah, vous vous assurez d'avoir un reCAPTCHA, d'avoir quelque chose où la personne, elle ne va pas simplement dire je veux être abonné, mais je veux être abonné, je reçois un email de confirmation sur ma boîte mail auquel je vais répondre pour être sûr d'être abonné. C'est un peu lourd, mais en même temps, c'est ça qui vous protège. Il y a tout ce que vous pouvez mettre en place en termes de mots de passe. Ça paraît très basique, mais le fait de changer régulièrement vos mots de passe, le fait d'avoir une liste de personnes qui peuvent y avoir accès, par exemple avec un système comme KeePass, ou alors avec d'autres systèmes en ligne de gestion d'identifiants et de mots de passe numériques. Pierrine, tu veux compléter? Oui, il y a des questions de sécurité technique, mais je pense aussi à toutes les questions de sécurité liées à l'IA. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Et tu en as parlé un peu, Jean-Christophe, mais le fait de se faire une charte d'utilisation de l'IA, c'est aussi éduquer à la fois les salariés et les bénévoles à ce qu'on peut faire en termes de données qu'on met à l'intérieur d'un chat GPT ou d'un Gemini qui est totalement ouvert, totalement public. Et si on lui glisse un document qui est un document confidentiel avec des informations type adresse d'un membre du personnel, on a travaillé ensemble chez SOS Méditerranée avec Jean-Christophe, donc les aspects sécuritaires, c'est un poste en CDI, c'est une personne dédiée à la sécurité chez SOS Méditerranée. Euh, et typiquement, cet univers-là numérique, comment vous avez le droit de parler sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que vous faites avec l'IA sur la confidentialité des données? Parce que tout part en fait. Il y a beaucoup de gens encore qui ne se rendent pas bien compte que quand on met quelque chose dans ces machines, on donne ce morceau d'information à la machine pour l'utiliser dans plein d'usages. Enfin, Oui, c'est justement Merci comme il n'y a pas Pierrine. vraiment beaucoup de ressources, comme vous le disiez. Enfin, moi, je sais pas au niveau de ma petite association et même de plus grosses, je pense des associations dans le caritatif. J'ai l'impression que par rapport au monde de l'entreprise, le monde associatif a tendance à être d'une extrême naïveté quand il s'agit de la sécurité numérique informatique. Et je ne sais pas s'il y a déjà eu des gros problèmes mis à jour, mais enfin, à mon avis, dans les enquêtes, c'est un peu dommage qu'on ne voit pas plus d'infos que ça sur ce thème-là. Bah, vous avez oui, eu y compris Ça des finira bien grosses par arriver. Vous avez eu, y compris des grosses associations comme la Croix-Rouge qui ont été victimes de hacking, un hacking hyper sophistiqué et sur lequel la Croix-Rouge internationale avait suspecté que ce soit un État qui était derrière pour aller aspirer en fait les données des prisonniers qui étaient soutenus par les personnes de la Croix-Rouge. mm, Donc c'est un vrai sujet, quelle que soit la taille de l'organisation. Je mm. crois qu'on a une question de Madame Vincenot. Alors moi, Madame, j'ai une monsieur, désolé, question. oui, madame. Qu'est-ce que vous faites des exclus du numérique? Il y en a quand même un quart. Et puis une deuxième question, eh bien, c'est que je pense que dans nos associations, je suis dans une association de protection de la forêt, les gens viennent rechercher du lien social et dans mon cas, de se reconnecter à la nature. Donc, donc le numérique, je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Voilà. Oui, Et c'est une très ça bonne c'est question. intéressant. Vas-y, Pardon Jean-Christophe, parce qu'en vas-y, plus c'est vas-y. ton territoire Non, non, vas-y, naturel. vas-y, vas-y, vas-y. C'est double territoire naturel. C'est intéressant ça sur la façon, les objectifs qu'on met à l'intérieur du numérique. Typiquement, peut-être que dans un projet comme le vôtre, ça vous sert juste à fabriquer du rendez-vous pour faire venir les gens dans des espaces physiques. En fait, ça peut être juste des outils pour partager des rendez-vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de la vie numérique à fabriquer pour l'association en se disant on veut que les gens interagissent, like, partagent. Peut-être que finalement, c'est pas ça l'enjeu. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de reposer les objectifs par rapport à ce qu'on fait en tant qu'asso, son projet, ce pourquoi les gens viennent chez vous, et quel est le combat. Et se dire, mais finalement, moi, j'ai pas de site. Je veux pas que les gens passent du temps à regarder un site. Je veux que les gens passent du temps en forêt. Je n'ai pas de site, mais j'ai des canaux WhatsApp parce que j'ai besoin que les gens se mettent entre eux par région pour se retrouver dans la forêt tous les dimanches.
Alors, il y a un deuxième point, parce que nous, on est dans la session de proposer des sorties, des événements, mais aussi de la connaissance sur la forêt, parce que les gens ne connaissent pas du tout la forêt. Donc, on a un double objectif, vous voyez. Mais ça, c'est Ben, pareil, c'est super, ça ouvre toutes les dimensions, un peu ce que fait WWF d'éducation, de plateforme un peu encyclopédique. Et qu'est-ce qu'on fait de ce contenu? Comment on le diffuse? Comment on le fait connaître? Et le numérique n'est toujours qu'une partie de ce qu'on fait. Ça remplacera pas les interventions dans les écoles, le plaidoyer dans les médias parce qu'on arrive à avoir une interview télé. Enfin, voilà, ça n'est qu'une brique, évidemment. ça ne peut, enfin, l'approche, le numérique, c'est un outil. C'est un outil au service de votre mission sociale, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez porter et de votre stratégie. Donc, et effectivement, comme le dit très bien Pierrine, étant donné le positionnement de l'association que vous portez, euh, bah, c'est probable, le numérique pour vous, finalement, c'est une sorte de bibliothèque sur laquelle vous allez mettre des belles photos, des belles images, des beaux textes expliquant l'importance de la forêt. Et puis, ça va vous servir à relier des personnes, à donner des lieux de rendez-vous, des heures de rendez-vous, à partager éventuellement ce qui s'est dit pendant les découvertes qui ont pu être faites pendant ces rendez-vous et ces conférences. Mais pour le coup, pour vous, Mm. ça va être un accélérateur de rencontres physiques directes. Mhm, mhm, mhm. Merci. Mais de rien. De rien. Je crois qu'on avait une question de Arnaud Soublet, si je dis pas de bêtises. Alors, dans le chat, Oui, tout à fait. Merci et merci pour la présentation très intéressante. Euh, Moi, il y a eu un point sur lequel j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'éléments et qui a été mentionné uniquement dans le chat, c'est comment gérer de façon plus efficace les adhérents, les donateurs, les différentes cibles que l'on peut avoir pour différentes communications. Moi, je m'occupe d'une petite association. On fait ça sur des fichiers Excel, partagés de façon plus ou moins efficace avec des gens plus ou moins doués pour gérer ça. Et c'est une vraie problématique. Si, Le suivi, la mise à jour, c'est sans parler, comme je mentionnais, de l'aspect cible à utiliser. mm, C'est un gros challenge. mm. moi, je fais juste un point de vigilance sécurité, puis après, enfin, RGPD, puis je te passe la parole après, Pierrine. Arnaud, quand vous dites on échange avec des gens, n'oubliez pas les RGPD, hein, c'est pareil, on n'en a pas trop Oui, parlé pendant ce tout à webinaire, fait. mais là, si vous commencez à échanger des fichiers avec des noms, des données personnelles, des adresses entre plusieurs personnes, ben, vous avez un enjeu RGPD qui est fort. Mais Pierrine, je te Oui. laisse rebondir. Non, ça me faisait penser à un point. Alors, le mieux, c'est évidemment de numériser toutes ces listes, parce que aucun fichier Excel ne sera jamais aussi efficace que des outils en ligne. Et l'idéal, si vous avez une plateforme de dons, c'est que votre outil CRM vienne de votre plateforme de dons. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, c'est de commencer à multiplier les listes parce que vous n'allez jamais pouvoir les superposer. Et donc, par exemple, j'ai des inscrits à ma newsletter parce que j'ai un bouton sur mon site et ça me fait un fichier quelque part. Mais les gens qui font des dons, ils donnent avec leur adresse email et je ne sais pas si ce sont les mêmes personnes qui se sont Oui. inscrites à la newsletter. Et ça, en fait, le meilleur sens d'optimisation, c'est de partir de la plateforme de dons. Il y a beaucoup d'outils de dons. Alors, celui que je connais bien, c'est Eraser pour l'avoir pratiqué chez SOS. Mais Eraser fait du CRM. Et donc, il faut faire en sorte que quand j'inscris des gens à la newsletter, ça va s'inscrire dans cette même base de données dans laquelle j'ai mes donateurs. Et l'idée, en fait, le premier enjeu, c'est avoir une liste unifiée. Après, on peut faire de la segmentation, mettre des critères. Il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on demande aux gens quand ils s'inscrivent? Est-ce qu'il y a beaucoup de cases à cocher? Est-ce qu'on peut leur demander leur numéro de téléphone? Est-ce qu'on oblige à remplir le formulaire? Est-ce qu'on demande si c'est des hommes, des femmes ou c'est pas important? On a besoin des adresses. Il y a toute cette question après de quelle data on récupère
quand on fait du formulaire, dans des événements, pour de la newsletter. Il y a plein de moments où on peut récolter de la donnée. Mais le point central, c'est fusionner les listes. C'est vraiment le sujet majeur de travail. Et après, la segmentation, elle viendra. Vous pourrez, au fur et à mesure, préciser, etc. Mais d'abord, la fusion des listes. Et dans un outil numérique, ça semble quand même le plus... Et il y a beaucoup quand même de plateformes, comment dire, commerciales qui font des efforts pour faire des offres pour le non-profit. Donc, c'est des petits coûts, mais ça, c'est par exemple des coûts qui sont vraiment potentiellement très rentables. Peut-être que c'est plus rentable de payer un logiciel de CRM que de payer un hébergement de site web. Parce que la communication directe par email, peut-être qu'elle est plus intéressante que le fait d'avoir un site avec 1000 pages à entretenir, à maintenir, etc. Je ne Claire, sais pas si merci ça beaucoup. répond à la question, Oui, mais tout à fait. Il nous reste quelques minutes. Je vais faire défiler pour voir si on a d'autres oui, je vois une questions. question sur le fait d'avoir des conseils quand on n'a pas de budget com ou de personnes à temps plein. Pour moi, c'est un peu ce que tu disais en conclusion, Jean-Christophe, c'est moins mais mieux. Encore une fois, l'obligation d'avoir un site, peut-être que c'est une page très simple, une page avec juste un champ newsletter et des liens pour aller vous suivre sur les réseaux. C'est pas la peine de multiplier les plateformes, faire une chose mais la faire bien. Peut-être qu'il n'y a pas de CRM et d'emailing parce que c'est trop en matière de création de contenu. Mais dans ce cas-là, un channel WhatsApp qui est tenu collectivement par un groupe de personnes qui se partagent la tâche, euh, c'est ce qui était fait un peu, Jean-Christophe, chez SOS aussi, j'y pense, quand on a beaucoup d'actualités jour et nuit et qu'il y a des astreintes. Et en fait, il n'était pas question d'avoir des personnes dédiées à l'astreinte. Et en fait, c'est comment on fait tourner la responsabilité dans une équipe. Et ça, il faut juste se partager comment on parle pour fluidifier, pour harmoniser un peu. Euh, mais un compte WhatsApp peut être partagé par plusieurs administrateurs qui se chargent de l'entretenir. Un compte au sens, un channel WhatsApp, comme on a vu MSF tout à l'heure. Oui, WhatsApp ou tout autre système, Signal. Mm. Et de la communication directe, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Et pour la notoriété, en réalité, le média. Passer sur BFM, passer sur je dis BFM parce que je pense aux télés locales aussi qui sont dans les événements. Et puisqu'on est Et dans la le vidéo, vous numérique, pouvez la voir en replay et la diffuser. et Voilà, moins mais puisqu'on mieux. est dans le numérique et sur le secteur associatif, il y a aussi toute cette nouvelle presse, enfin plus si nouvelle, mais vous avez Bastamag, Reporter, vous avez toute cette presse, ce qu'on appelle les pure players, qui sont uniquement disponibles sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux et qui sont très suivis avec beaucoup d'engagement. Mm. La matière première, en effet, hein, les relations presse pour avoir de la matière, que quelqu'un vous ait fait gratuitement la petite vidéo, la petite interview, et ensuite un réseau de gens influents d'une manière ou d'une autre qui peuvent la diffuser en votre nom. Et ça sera toujours plus efficace que tous les dispositifs de com. Merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat ou je ne vois pas de main levée. Si Arnaud a encore sa main levée, mais je ne sais pas si c'est parce qu'il a oublié de la baisser. C'est peut-être ça. Eh ben, on voulait vous remercier avec Pierrine. On a été jusqu'à 56 connectés aujourd'hui sur ce webinaire. C'est vraiment intéressant pour tous les deux de pouvoir partager tout ça avec vous. On a eu une approche assez stratégique. On n'était évidemment pas là pour vous apprendre à faire un site web ou animer vos réseaux sociaux, mais en tout cas pour vous donner des conseils. N'hésitez pas à vous renseigner sur le certificat ADEMA. Je vous remets le lien vers le site dans le chat. Vous recevrez en lien la vidéo ainsi que les images, les slides et voilà. C'était un plaisir de vous avoir écouté. Merci de vos questions, merci de votre participation. Et puis Pierrine, je te laisse le mot de la fin.
à base de merci, de manière assez traditionnelle. Alors, merci à toutes et tous pour les questions et puis voilà, la présence. On espère que ça vous aura donné quelques clés, même si en effet, la communication numérique en 1 heure, on est sans doute resté un peu haut parfois sur certains thèmes. Ouais, c'est très révélateur. C'est aussi, c'est vrai, quand il y a 3 ans de ça, quand on m'a dit de faire un webinaire d'1 heure sur la communication numérique, j'ai commencé à ouvrir le sujet et là, je me suis dit: «Mais en fait, il faut combien de jours?» Voilà, donc merci beaucoup à toutes et à tous et puis, au plaisir, pour, les personnes de la promotion du certificat de cette année, de vous croiser le 2 avril, donc pour la journée de cours, communication et sinon de vous recroiser pour les autres. À très bientôt. Merci. Bonne journée, bonne Merci. semaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.